Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. L'Afrique, qui couvre une grande partie de la surface du globe, est l'un des continents les plus densément peuplés du monde. La majeure partie de cette densité se trouve en Algérie, l'un des plus grands pays de ce continent en termes de superficie. Située en Afrique du Nord, entre la Méditerranée et le Sahara, la capitale de ce pays est Alger. L'économie de l'Algérie, dont la monnaie nationale est le dinar algérien, est basée sur le service, l'industrie et l'agriculture. L'arabe, le français, la langue berbère sont généralement parlés dans ce pays plurilingue. Le climat méditerranéen est dominant dans le nord de l'Algérie, tandis qu'on trouve le climat désertique dans le sud. L'Algérie possède une partie importante des ressources souterraines du monde. En raison de son climat, de sa nature, de ses richesses souterraines et de ses terres agricoles, ce pays devint la cible de plusieurs puissances tout au long de l'histoire et de nombreuses nationalités puissantes s'y installèrent. L'Algérie devint donc le carrefour ou plus précisément le berceau de nombreuses cultures telles que phéniciennes, romaines, arabes, espagnoles, turques et françaises. Ces nations différentes trouvèrent l'opportunité d'y vivre pendant une certaine période de l'histoire et laissèrent leurs traces sur le pays. Parmi elles, on note celle des Turcs qui y vécurent pendant de nombreuses années. On sait que la présence turque en Afrique est très ancienne et remonte au 8e siècle. Durant cette période, les Turcs commencèrent à entrer dans les armées des califes abbassides et furent emmenés en Égypte où leur nombre augmenta en peu de temps. Ils devinrent plus forts et occupèrent des postes administratifs. Puis, ils s'emparèrent de l'administration et établirent leurs propres États. Parmi eux, on peut compter les Toulounides, les Ixidides, les Ayyoubides et les Mamelouks. La présence des Turcs en Afrique, dont les fondations furent posées pendant ces périodes, s'enracina considérablement à l'époque de l'Empire ottoman. Cet empire qui régna sur l'Anatolie, les Balkans, la péninsule arabique et une partie de l'Europe centrale s'étendit aussi en Afrique pendant de nombreuses années et y eut ses provinces. Parmi elles on peut compter l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, l'Éthiopie et Tripoli. Étant donné que ce travail aborde le sujet de l'image du Turc ottoman en Algérie, il serait utile de rappeler brièvement les relations entre les Turcs et les Algériens. Comme déjà expliqué, l'Empire ottoman fut présent dans des pays africains pendant de longues années. L'Algérie n'est qu'un des pays en question. Bien que les routes des Algériens et des Turcs se soient croisées quelquefois tout au long de l'histoire, les relations entre ces deux peuples commencèrent en 1516 avec l'arrivée des frères Barberousse en Algérie. En effet, les Algériens qui ne voulaient pas de la présence espagnole dans leur région leur demandèrent de l'aide. La présence de l'Empire ottoman en Algérie dura jusqu'à la prise de contrôle de la région par les Français. Pendant cette période qui couvre plus de 3 siècles, des relations étroites furent établies entre les Algériens et les Turcs tantôt par des liens tels que l'amitié et le bon voisinage, tantôt par le mariage, etc. Ces relations entre les Turcs et les Algériens se poursuivirent au cours de la période de la République de Turquie. Par exemple, la Turquie aida les résistants algériens pendant la guerre d'Algérie et leur envoya secrètement des armes, du matériel militaire et du matériel de communication. De plus, en 1963, la Turquie ouvrit une ambassade en Algérie qui avait obtenu son indépendance en 1962 et essaya d'améliorer les relations entre ces deux pays. Quant à aujourd'hui, avec des accords signés entre la Turquie et l'Algérie, des relations profondément enracinées fondées sur des liens historiques entre ces deux pays se développent rapidement et des interactions politiques, économiques et culturelles se multiplient. Il est inévitable que ces deux sociétés qui vécurent ensemble pendant de nombreuses années se soient influencées mutuellement, et que chacune contienne des traces de l'autre. Ces interactions et traces se manifestent à la fois dans le monde réel, et dans le monde littéraire des pays. En d'autres termes, ces traces sont observées dans la littérature des pays à côté de celles présentes dans les systèmes sociaux, politiques et économiques. Il est presque impossible de ne pas trouver de reflet des relations d'un pays avec d'autres dans sa littérature, parce que celle-ci s'inspire de l'histoire et des expériences de la société à laquelle elle appartient. En d'autres termes, il y a une affinité inévitable entre la littérature et l'histoire parce que chaque auteur est influencé par l'histoire de sa société dans le processus de formation de son œuvre. Il y reflète directement ou indirectement des traces de l'histoire de son pays. Dans ce travail,
On étudie l'image des Ottomans turcs, en contact avec les Algériens depuis plus de 500 ans dans la littérature algérienne francophone. Dans ce contexte, ce travail vise à présenter les images des Ottomans turcs dans les romans intitulés La Maison de Lumière de Noureddin Saadi et Dounia de Fatima Baraï en se servant de l'approche imagologique de Daniel-Henri Pajot. En d'autres termes, il s'attarde sur la représentation des Ottomans turcs à travers les yeux des Algériens dans ces deux romans. Première partie. Chapitre 1. Les premiers États turcs établis en Afrique. Une histoire de l'Europe, une histoire du monde méditerranéen ne serait pas complète si l'on oubliait l'Empire ottoman. Robert Mintron. La découverte de l'Afrique par les Turcs. Les Turcs, définis généralement comme très forts et courageux au cours de l'histoire, créèrent des États en Asie, en Europe et aussi en Afrique. Ils découvrirent l'Afrique et se mirent à vivre sur ce continent bien des années avant de s'installer en Anatolie. En d'autres termes, les relations des Turcs avec l'Afrique remontent aux années 860. Ils entrent en masse, dès le 8e siècle, dans les armées des califes abbassides comme mercenaires, mamelouks, au sens strict esclaves. Ils deviennent bientôt les maîtres. Tout-puissants, ils sont généraux, ministres, gouverneurs de province, et non des moindres. Leur pouvoir croissant en Afrique ouvrit ainsi la voie à la création de nouvelles dynasties telles que les Toulounides, les Iquidides, les Ayyoubides et les Mamelouks. On abordera d'abord brièvement les dynasties turques d'Afrique. Les Toulounides, 868 à 905. La dynastie des Toulounides, qui régna sur l'Égypte, constitua le premier État musulman fondé en Afrique par les Turcs. Les Toulounides dirigèrent l'une des administrations locales que les gouverneurs turcs établirent à l'intérieur des frontières des Abbassides, la dynastie arabe musulmane, considérée comme la plus grande puissance du monde islamique à cette époque. Durant cette période, un gouverneur représentait l'État en Égypte, alors considéré comme l'un des plus hauts lieux de l'État islamique, voire même comme le berceau des civilisations. Parmi ces gouverneurs, il y eut quelques Turcs qui furent envoyés en Égypte, particulièrement pendant la période abbasside, et ils assurèrent une présence turque dans ce pays. Ainsi, Ahmed ibn Touloun, fondateur de la dynastie des Toulounides, fut l'un de ces gouverneurs. Le père d'Ahmed ibn Touloun, nommé Touloun, était un esclave turc envoyé au service du calife al-Mamou par le gouverneur de Boukhara. Il acquit progressivement un grand pouvoir à Bagdad, jusqu'à se faire une place parmi les plus importants beys turcs de l'époque. Le fils de Touloun, Ahmed, naquit à Bagdad en septembre 835. Quand Touloun mourut, Ahmed et sa famille déménagèrent à Samarra où il passa son enfance. Là-bas, il fit de longues études scientifiques et littéraires mais apprit aussi le Coran. Après avoir reçu une bonne éducation religieuse et militaire, Ahmed ibn Touloun attira l'attention par ses victoires militaires à la frontière byzantine et dans d'autres lieux. Âgé accent aigu de 33 ans, Ibn Touloun avait, comme ses camarades turcs, d'excellentes références militaires, ayant servi 7 ans à Tars face aux Byzantins. Mais il tranchait sur eux par sa culture religieuse et littéraire. Il mit sa vie durant son intelligence au service d'une ambition démesurée, et usa peu de la force brutale. Il est indéniable que le remariage de sa mère avec Bakbak lui permit de gravir les échelons de l'armée. Mais il faut souligner que ces réussites furent l'un des facteurs les plus évidents de cette ascension. Lorsque Bakbak fut nommé gouverneur de l'Égypte en 868, Ahmed ibn Touloun le suivit dans ce pays le 15 septembre 868 en tant que naïb de son beau-père. En 868, un esclave turc de Samarra, Ibn Touloun, arrive à Fousta, le Caire, comme gouverneur avec des pouvoirs limités mais il se les octroie tous. Ahmed ibn Touloun, qui fut envoyé par le calife abbasside en Égypte pour contrôler le pouvoir fiscal et militaire, agit de plus en plus indépendamment au fil du temps, et l'Égypte commença à passer sous son contrôle. Ainsi Ahmed ibn Touloun déclara bientôt son indépendance, fonda sa propre dynastie et devint le premier sultan des Toulounides jusqu'à sa mort en 884. Bien que l'Égypte ait connu de nombreux problèmes politiques et administratifs, Ahmed ibn Touloun travailla comme un forçat pour sa dynastie et réforma en profondeur les forces armées, les systèmes de taxes, ainsi que de nombreux autres domaines. Il prit un certain nombre de mesures pour bien gérer un pays où il était étranger et créa une armée régulière dont 24 000 membres étaient turcs,
7000 Arabes et les autres Grecs, Coptes et Berbères. Il est avéré qu'Ibn Tulun ouvrit les portes de la dynastie à tous les groupes autres que musulmans, car il voulait obtenir le soutien du peuple, et essayer de garantir son indépendance en se gagnant des groupes de soutien fidèles. Outre cette armée de terre, Ahmed ibn Tulun se constitua une force navale pour bien contrôler le pays et fit construire pour sa dynastie une ville nommée Al-Kataï. De surcroît, Ahmed fit frapper des pièces de monnaie appelées Ahmedi dinari afin d'affermir son autorité et son indépendance. Avec le temps, Ahmed ibn Tulun, dans la perspective d'élargir les frontières de la dynastie, s'efforça de conquérir Tars, une ville très importante. Mais la fatigue ruina sa santé. Il tomba malade et dut retourner en Égypte en 883. Il fut un sultan tellement aimé qu'au cours de sa maladie, musulmans, chrétiens et juifs prièrent ardemment pour sa guérison au sommet de la montagne du Mokattam. Ahmed ibn Tulun décéda en 884 et fut enterré sur cette montagne. Après sa mort, le pouvoir politique et économique de la dynastie commença à s'effriter parce que ses successeurs, n'étant pas aussi puissants, ne réussirent pas à remplacer la figure forte du fondateur des Toulunides. Kumareweh, le fils d'Ahmed ibn Tulun, succéda à son père en 884, à l'âge de 20 ans. En effet, bien que Kumareweh ait eu un frère aîné, Al-Abbas, personne ne voulait de son autorité, car il s'était rebellé auparavant. Pour cette raison, Al-Abbas fut exécuté peu de temps après l'accès au pouvoir de Kumareweh parce que ce dernier ne voulait pas risquer que son frère s'insurge contre lui. Dès l'accession au pouvoir de Kumareweh, certains se révoltèrent prenant prétexte de son jeune âge et de son manque d'expérience, tandis que d'autres préférèrent suivre ses instructions et acceptèrent son autorité. Pour cette raison, sous sa gouvernance, la région de Damas fut donc le théâtre de plusieurs insurrections. Les gouverneurs et les commandants de cette région changèrent de camp assez souvent en fonction de leurs intérêts personnels. Soutenant tantôt les Toulunides, tantôt les Abbassides, certains allèrent même jusqu'à tenter d'établir leur propre domination. Lorsque les événements en question eurent lieu, Kumareweh guerroya contre Byzance, contre les chefs de Syrie et de Jazira. Après son mariage avec la fille du calife Al-Mu'tadid, Kumareweh se renforça rapidement et la dynastie des Toulunides engloba alors l'Égypte, la Syrie, la Cilicie et la plus grande partie de Jazira. Kumareweh défendit vaillamment sa dynastie contre les attaques et élargit les frontières du territoire contrôlé. En revanche, ses succès politiques furent minces et il finit par perdre le pouvoir au profit du califat abbasside. En effet, il fit le choix stratégique de se rapprocher de ses rivaux, mais ceux-ci profitèrent de l'occasion pour s'approprier le pouvoir. Ici, il convient de souligner également la passion pour le luxe de Kumareweh. Il vida presque tout le trésor de la dynastie quand il maria sa fille. Selon les rumeurs, 1 million de dinars furent dépensés. De plus, il fit édifier un chalet ostentatoire sur le mont Kassioun au nord-ouest de la ville de Damas. Un jour qu'il était dans son chalet, quelqu'un qui travaillait sous son autorité le tua. On était le 8 janvier 896. Après l'assassinat de Kumareweh, Abou el-Asakir 896, Haroun 896 à 904 et Sheban 904 à 905 lui succédèrent comme gouverneurs. Incapables de protéger la dynastie fondée par Ahmed ibn Tulun, ses successeurs la menèrent vers un déclin accéléré qui aboutit à sa disparition lors d'une défaite militaire contre les Abbassides en janvier 905. Il faut noter que la dynastie des Toulunides qui régna sur l'Égypte pendant 37 ans, occupa une place importante non seulement pour la civilisation turque, mais aussi pour les civilisations égyptiennes et islamiques. De surcroît, les Toulunides assurèrent la mise en place de réformes importantes dans les domaines de l'administration, de l'armée, de l'économie, de l'agriculture et de la culture. Avant la domination de l'Égypte par les Toulunides, le pays avait été dans une situation économique difficile en raison de famines et de sécheresses répétées. Mais Ibn Tulun, qui gouverna de manière efficace, changea en particulier la situation économique du pays. Par exemple, tous les revenus générés se mirent à augmenter le bien-être. De plus, l'Égypte joua de l'autonomie financière des Toulunides pour se développer économiquement et bénéficia certainement de la stabilité administrative instaurée par Ahmed ibn Tulun. En même temps,
Ibn Tulun soutint les activités agricoles et développa l'agriculture en Égypte. De nouveaux canaux d'irrigation furent créés pour pourvoir aux besoins du peuple, pour accroître la production et les revenus agricoles. La culture du coton, du raisin, des céréales et des dattes évolua grâce à la fertilité du Nil et le tissage progressa de façon significative dans le pays. Finalement, il faut préciser qu'à l'époque des Toulunides, la science et la littérature se développèrent également en Égypte. De nombreux savants, poètes et historiens apparurent parce que la dynastie conféra une grande importance au progrès scientifique et culturel de tout individu et de la société. Il est vrai que les époques turques en Égypte correspondent à un âge d'or, particulièrement l'époque toulunide. Tous les manuels s'étendent sur les réalisations architecturales, institutionnelles et aussi sur la progression de la langue turque en Égypte. D'après les conclusions tirées de l'histoire de cette dynastie, nous pouvons dire que les Toulunides acquirent une certaine autorité grâce à leurs nombreuses vertus, courage, victoire et laissèrent des traces chez les peuples et dans les dynasties qui leur succédèrent. La mosquée d'Ibn Tulun. Le système de croyance, ou plus précisément, la religion du peuple des Toulunides fut l'islam, de sorte que la dynastie fit construire quelques mosquées. La mosquée d'Ibn Tulun, portant le nom d'Ahmed ibn Tulun, est l'une des œuvres les plus importantes construites à cette époque. Toujours debout, cet édifice fut construit entre 876 et 879 au Caire. C'est la raison pour laquelle ce sujet est abordé. Cette mosquée se situe au carrefour de plusieurs civilisations. Ahmed ibn Tulun, qui avait l'habitude de conserver une attitude grave pendant ses audiences, ordonna sa construction. Il avait pris un jour une feuille de papier et l'enroulait autour de son doigt, de sorte que l'extrémité de celui-ci ressortait par l'autre bout. Les spectateurs ne comprirent pas le sens de son comportement. Ils se regardèrent alors les uns les autres, d'un air interrogateur, cherchant à interpréter ce geste. Le prince, ayant remarqué leur étonnement, fit preuve d'une grande vivacité d'esprit et leur dit : « Voici le modelé du minaret de ma mosquée. Son minaret a une forme de spirale et rappelle celui de la grande mosquée de Samarra. Fondée en l'année 879, comme en fait foi une inscription koufique sur marbre, cette mosquée à portique établie sur piliers est composée de 5 nefs au mur de la Qibla, tandis que sur les 3 autres côtés on en compte 2. Les arcs sont brisés et légèrement outrepassés. Le monument est entièrement bâti en briques, y compris les merlons à l'aspect étrange qui couronnent les murs. Par ailleurs, il est intéressant de mentionner qu'Ahmed ibn Tulun y fit accoler un marché dédié aux artisans. Selon les rumeurs, toutes ces dépenses furent financées par le trésor découvert dans la tombe de l'un des pharaons. Avec l'argent restant, un hôpital, un bimaristan, le premier du genre en Égypte, et quelques autres édifices furent bâtis. La construction de cet hôpital coûta 60 000 dinars. Tout le monde, les riches et aussi les pauvres, sans distinction, y furent accueillis. Le gouverneur allait à l'hôpital tous les vendredis pour contrôler, et il discutait avec des médecins et des patients sur la situation des malades et de l'établissement. Les Iquidides, 935 à 969. À la suite de l'effondrement de la dynastie des Toulunides en 905, les Abbassides divisèrent l'Égypte dans le but de réduire les pouvoirs des gouverneurs et de contrôler cette région. Pourtant, les événements ne se déroulèrent pas comme prévu. Des conflits d'autorité se mirent à apparaître en raison de la répartition des responsabilités entre plusieurs personnes. Contrairement à la prospérité et à la paix qui régnaient sous la dynastie des Toulunides, l'instabilité croissante de la situation politique causa plusieurs révoltes et de nombreux soulèvements dans la population pendant les années allant de 905 à 935. Bien que de nombreux gouverneurs se soient efforcés d'administrer la région au cours de cette période, ils ne réussirent pas. Cependant, l'expérience militaire de Muhammad ibn Tughji, dont les ancêtres avaient été des militaires turcs au service des Abbassides, attira l'attention. Ibn Tughji, né en février 882 à Bagdad, occupa tout d'abord le poste de gouverneur d'Avaf, ce qui l'amena à mener la défense contre les attaques répétées des Fatimides. Puis le calife le nomma gouverneur à Remle en 928, à Damas en 930 et en Égypte en 933. Mais il ne put officiellement occuper son poste en Égypte, car il se trouvait à Damas à la même date. En 935, Muhammad ibn Tughji prit ses fonctions de gouverneur de l'Égypte pour la 2e fois.
Dès le début de sa mission en Égypte, Muhammad ibn Tougji dut repousser plusieurs tentatives de soulèvement. Malgré la révolte de soldats opposés à sa prise de fonction, il lutta contre les Fatimides qui tentaient de conquérir la région. Le calife Razi Billah lui conféra le nom Ikhshid, dont le sens est « le sultan des sultans », pour le récompenser de ses succès. La dynastie fondée par lui s'appela donc les Ikhidides. Ici, il est nécessaire de noter que les Ikhidides n'étaient pas complètement indépendants car ils appartenaient au califat abbasside, et ils devaient lui envoyer de l'argent. Muhammad ibn Tougji, fin stratège et combattant aguerri, obtint le poste de gouverneur des deux villes saintes, Médine la Mecque. Cependant ses succès connurent rapidement une fin, puisqu'il trouva la mort à Damas le 25 juillet 946 et fut enterré à Jérusalem. Ses fils Abou al-Qasim et puis Abou al-Hassan devinrent les héritiers de la dynastie, à la suite de la mort de leur père. Néanmoins, au cours de cette période, le réel dirigeant était Abou al-Misk Kafur, un eunuque. Abou al-Misk Kafur avait été acheté par Muhammad ibn Tougji, mais lorsque ce dernier vit ses talents militaires et administratifs, il l'affranchit et fit de lui le tuteur de ses enfants. Ibn Tougji avait placé à la tête de son armée un eunuque noir, Kafur, personnage remarquable, alliant à des capacités militaires, administratives et diplomatiques incontestables une profonde foi sunnite. Amené à Kus comme esclave tout enfant, il s'identifia plus qu'aucun de ses prédécesseurs au peuple de Fousta, lieu où il aimait à se promener. Étant donné qu'Abou al-Qasim remplaça son père à l'âge de 14 ans, Abou al-Misk Kafur administra en coulisses le gouvernement. Ce fut ce dernier qui décida des nominations administratives, de l'armée, des guerres, de la situation du peuple et de l'avenir de la dynastie. En plus de l'administration, Abou al-Misk Kafur prit également le contrôle du trésor de la dynastie. En grandissant, Abou al-Qasim s'aperçut qu'Abou al-Misk Kafur gouvernait la dynastie en s'écartant des règles sociales, et qu'il épuisait les finances du pays. Une dispute éclata entre lui et son tuteur. Cependant, renonçant à se battre contre son maître, le souverain légitime abandonna le pouvoir aux mains du régent et s'occupa de chasse et d'amusement. Il décéda à 29 ans sans avoir trouvé de temps pour les affaires de la dynastie. Quand Abou al-Hassan remplaça son frère après sa mort, la situation ne changea pas car Abou al-Misk Kafur continua à gouverner la dynastie. Toutefois, son règne fut marqué par des famines, sécheresses et diverses attaques militaires des Fatimides, Nubiens et Karmètes. Alors que tous ces événements se déroulaient, Abou al-Misk Kafur enferma Abou al-Hassan dans le palais pour l'écarter de l'administration. Finalement, ce dernier mourut le 7 janvier 966 à l'âge de 28 ans. Plus tard, Abou al-Misk Kafur devint le chef de la dynastie. De 355 966e à 357 968e, date de sa mort, Kafur exerça officiellement avec le titre d'Al-Oustad, le pouvoir en Égypte et en Syrie méridionale, pouvoir reconnu par le calife abbasside. Après sa mort le 22 avril 968, quand les grands officiers essayèrent de trouver un successeur, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.